Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est juste pour vous rappeler que dans ma dernière vidéo je vous avais parlé d'un tome où j'hésitais, enfin d'un livre où je vous présentais certains de mes beaux livres. Et parmi je vous parlais d'un tome que j'avais lu pardon, il y a des années, il y a 14 ans, donc ça me rajeunit pas. Et ça je vous en avais jamais parlé sur la chaîne, je vous en avais parlé sur mon blog à l'époque. Même si j'ai changé de plateforme entre temps. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne vous en avais jamais parlé sur la chaîne. Et dans cette vidéo là, je crois me souvenir que je vous avais dit, est-ce que je vous parle uniquement du premier tome ou je vous parle de toute la série. Et je me suis dit, bah autant vous parler du premier tome, ça vous donnera déjà un premier avis plus condensé, plus précis sur ce premier tome que toute la saga. C'est comme une saga de 12 tomes. Je veux évidemment parler du tome 1 des Chevaliers d'Émeraude, donc Le Feu dans le ciel. L'Anne Robillard, édité chez Michel Lafon. En tout cas en France, c'est pas. Je sais plus si ça a changé d'éditeur au Québec, parce qu'Anne Robillard est québécoise pour être précis. Donc en tout cas, en France, ça a été édité en 2017. Le dernier tome, il était sorti en octobre 2012, ça je me rappelle très bien. J'ai dû attendre 2 mois pour le lire. Bref. Mais c'est vrai que je vous en avais jamais parlé sur la chaîne, et puis je me suis dit, bah autant vous en parler enfin, en tout cas laisser une trace de mon avis là-dessus. En tout cas, pour ceux qui aiment l'heroic fantasy, pour le coup, parce que c'est catégorisé comme tel, bah, j'espère que ça va vous plaire, on verra bien. Mais avant de vous dire pleinement ce que j'en ai pensé, bah, on va peut-être vous parler du résumé. Alors, on est dans un monde qui s'appelle simplement Ankh-Kiev, où il y a différents royaumes. Et donc, il y a une menace qui commence à planer sur ce continent, qui est celle de l'empereur noir Amékaret. Au-delà de l'océan, se trouve un royaume qui s'appelle le royaume des hommes insectes, dont l'empereur c'est Amékaret. Et 500 ans, 500 ans plus tôt, pardon, il avait déjà tenté d'envahir le continent, sauf que il n'avait pas réussi. Évidemment, la menace revient, entre guillemets, sur Ankh-Kiev. Et donc, le roi d'Émeraude, donc Émeraude Ier, avec l'aide de son magicien, qui est également son plus fidèle conseiller, va décider de ressusciter l'ordre des Chevaliers d'Émeraude, mais différemment de l'ordre précédent. Parce que là, les enfants vont être initiés très tôt et pourront venir de n'importe quel royaume, du moment qu'ils ont des aptitudes magiques. Donc voilà. Donc il y aura évidemment, lors de cette première génération, 7 jeunes, 6 gars et une fille. Et donc là, on est quand ils sont adultes. C'est 7 chevaliers. Ils vont donc prendre leurs premiers écuyers. Et à ce moment-là, le royaume de Shola, qui est un royaume de neige et de feu, notamment de neige et de glace, se fait attaquer. Mais avant ça, la reine Femme de Shola arrive à Émeraude, au royaume d'Émeraude, avec sa fille Kira, qui a 2 ans. Et elle confie sa fille au roi Émeraude Ier. Cette petite fille a une apparence humaine, mais pas que. Parce qu'elle a la peau mauve, des pupilles de chat, elle a 4 doigts aussi bien aux mains et aux pieds, avec des griffes à la place des ongles, et elle a des dents pointues, et elle a la peau mauve et les cheveux mauves. Je vous laisse deviner à peu près ce que ça donne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la reine Femme de Shola, 2 ans plus tôt, un peu plus de 2 ans plus tôt, a été violée par l'empereur Amékaret. Donc, elle sent qu'il y a un danger qui menace sur elle et sa fille et son royaume, donc c'est pour ça qu'elle confie sa fille Kira. Donc évidemment, Émeraude Ier ne le sent pas bien, ses chevaliers sont fidèles conseillers non plus. Et donc les chevaliers vont se rendre au royaume de Shola, qui va être un royaume qui va être totalement... qui entre-temps, s'est totalement fait exterminer. Tout le monde meurt, y compris la reine, parce qu'en fait, l'empereur Amékaret voulait récupérer sa fille, tout simplement. Et en fait, à partir de là, la guerre, ils savent que la guerre va bientôt éclater parce que l'empereur veut récupérer sa fille. Et donc, les chevaliers, accompagnés de leurs écuyers, vont aller dans chacun des royaumes que compte Ankh-Kiev et ils vont prévenir les rois et les reines de se préparer, notamment les royaumes qui se trouvent sur la côte pour, se préparer à l'arrivée des hommes insectes. Et donc, il y a également de leurs dragons. Et donc de préparer une quelconque défense. C'est de ceci que va notamment parler ce premier tome. Alors le résumé peut faire très long, mais sur le coup, je voulais vraiment vous expliquer les enjeux que vont comporter cette série qui compose
12 tomes, voilà. J'ai lu les 12, pour ceux que ça intéresse de savoir, à savoir. J'ai lu les 12 parce que j'étais plongée direct dedans. Alors on a la chance, pour ce tome on a vraiment un cercle assez réduit de personnages, on va dire, qui réapparaissent de manière récurrente. Donc les 7 chevaliers et leurs écuyers. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc on a Wellan, son écuyer c'est Bridges. Bergeau, son écuyer c'est Buchanan. Chloé, c'est avec son écuyer Wanda. Dempsey, son écuyer c'est Kevin. Falcon, son écuyer c'est Wyme. Jason, moi je dis Jason parce qu'il y a 2 S, mais je sais pas si je prononce correctement. Son écuyer c'est Nogé. J'ai jamais su le prononcer, mais j'ai toujours dit Nogé. Et Santo qui a comme écuyer Kent. Donc évidemment, c'est facile on peut facilement se rappeler de qui est l'écuyer de qui. Là pour le coup c'est très facile parce qu'on a 7 chevaliers et donc 7 écuyers. Je vous laisse imaginer pour le tome 12, là l'ordre, comment dire, vous pouvez le compter sur plusieurs pages, hein, parce que en fait la saga s'étale sur plusieurs, je crois sur 2 décennies, un peu, voire même un peu plus. Donc je tiens juste à vous préparer, à vous le dire, parce qu'on va se retrouver certes avec des personnages qui peuvent être assez récurrents pour le coup. Même si on aura énormément de personnages à toute la saga, on a quand même des personnages qui sont pas mal récurrents. Bref. Mais en tout cas, pour ce tome-ci, on a vraiment un petit groupe de personnages qui est assez récurrent. Donc les chevaliers, vu que c'est le principe même de la saga, et leurs écuyers. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est vraiment... Là, Agrobia pouvait se permettre de prendre le temps de tout nous introduire dans ce tome-là. C'est-à-dire qu'on fait la connaissance des différents royaumes que compte Kidiev, et qu'on se rend compte que Agrobia s'est beaucoup inspiré de pas mal de choses pour créer ces royaumes. Je vais prendre 3 royaumes pour vous donner un peu un ordre d'idée. Au sud, vous avez le royaume qui s'appelle le royaume de Fall, qui a un air très oriental, vraiment c'est un truc très désertique. Et on sent le côté oriental avec les bâtiments, notamment le château. Le royaume des monts qui est un peu au centre du continent de Kidiev, qui est vraiment un truc très à l'européenne, entre guillemets, vraiment le style même du château fort comme nous on entend ici en Europe, et notamment en France. Et par exemple, vous avez ce royaume-là, il est au nord-est de mémoire. Alors, oui, on a la carte. Voilà, une petite carte avec tous les royaumes qui sont là. Le royaume de Jade, qui est voisin du royaume d'Émeraude à l'est, qui lui est un royaume typique asiatique. Alors je dis typique asiatique, ça fait vraiment plus Chine-Japon dans cette ambiance-là, notamment vis-à-vis des bâtiments. Plus dans ce ordre-là. Donc voilà, ça nous a vraiment permis de déjà poser les bases, et notamment pour les royaumes. Comme ça on se dit, on ne revient pas trop dessus. Pareil, les royaumes dans lesquels on y va sont souvent les mêmes, hein, plus tard, hein, c'est très récurrent. J'essaie de me concentrer dessus, mais c'est pas facile parce que je connais toute la saga en fait. Hein, donc je vais peut-être, là sans vouloir me rendre compte que je déborde peut-être. Mais ça a permis vraiment de vraiment comprendre les cultures et tout. Et ça se ressent un peu en partie avec les chevaliers. Alors, les chevaliers viennent des différents royaumes, comme je l'ai dit dans le résumé. Et c'est ce qui fait que chacun a dû abonner sa culture. Parce qu'ils se sont plus... Wallen est originaire de Rubis, Santo de Fall, Chloé du royaume de Diamant. Évidemment, c'est ce qui fait que c'est vraiment des cultures qui sont différentes. Mais chacun a dû abandonner leur culture parce qu'ils sont devenus des habitants d'Émeraude. Mais ils ont su garder un peu leur culture dans ce qui fait leur personnalité. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que même chacun des chevaliers est différent. Chacun a sa propre personnalité, ses propres domaines d'attitude. Et ce qui fait que tout le monde se complète. Et ça fait comme un tout. Une seule, on va dire, entité plus ou moins vis-à-vis de ce corps d'armée. Ce qui est bien, c'est que les chevaliers, comme vous avez pu le voir et l'entendre avec les pronoms que je vous ai donnés, vous avez aussi bien des hommes que des femmes. La première armée d'Émeraude, les chevaliers d'Émeraude, 500 ans plus tôt, c'était que des hommes. Là, il y a vraiment cet égalitaire, homme-femme, même si là il y a plus d'hommes que de femmes, mais il y a ce côté où que tu sois un homme ou une femme, c'est un point d'importance, et ça je trouve ça plutôt bien. Du moment que tu as des aptitudes magiques assez enfin, si tu sais faire une ou deux petits trucs, ok, mais là on demande vraiment du costaud. Bon, ils seront formés, à part pour la première génération, auprès de chevaliers déjà bien formés. Mais les 7 premiers ont été formés avec le magicien qui est le bras droit d'Émeraude, enfin le plus fidèle conseiller. Mais ce que fait que ce côté égalitaire homme-femme, on le ressent, ça c'est bien parce que pourquoi une femme devrait être moins compétente qu'un homme? Tout le monde est mis sur le même niveau et ça c'est plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé et chacun est très différent.
Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas parce que vous êtes tous ensemble que vous pouvez pas être meilleur ami avec un autre chevalier ou une autre chevalier. Par exemple, vous avez deux amitiés très fortes. Tout le monde est. Voilà. Il y a deux amitiés très fortes, en tout cas pour ce tome qui se ressentent dans la suite. C'est les duos Bergeau-Jasson. Pareil, ils sont très complémentaires sur certains points. Mais celle qui est la plus flagrante, c'est Wallan et Santo. Wallan est un peu devenu le leader des Chevaliers d'Émeraude, même si tout le monde est pied à égal, mais c'est que lui, il a vraiment cette personnalité de chef, même si lui, il en veut pas, hein, même si tout le monde est égal. Et vous avez Santo qui est tout l'inverse. Le premier, c'est vraiment la force brute, vraiment, voilà. Santo, c'est la douceur, la tendresse, la bienveillance. Je dis pas qu'Olem n'est pas bienveillant, mais ce qui fait que les deux se matchent très bien. Et ce que je vous disais, chacun a sa personnalité, ses aptitudes, ça se complète très facilement. Donc là-dessus, c'est super, hyper top. Et comme je vous disais, il y a certes des hommes et certes des femmes, mais même les barrières vis-à-vis de certaines, enfin de la hiérarchie qu'on comprend. Parmi les personnes de la première génération, je suis gentille. 1, 2, 3, 4, 5, sur 12, sur 5, 12 viennent de la royauté. Wallan était le plus jeune fils du roi et de la reine du royaume de Rubis. Bridges était, pareil, la petite dernière du roi et de la reine de Perle, si je ne me trompe pas de royaume. Chloé, c'était la plus jeune fille du roi et de la reine du royaume de Diamant. Dempsey, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de vous dire Dempsey et Kevin tout à l'heure, je crois. Dempsey, c'est le fils unique du roi et de la reine de Beryl, si je vous dis pas de conneries. Et Santo, c'est le plus jeune de la fratrie du roi et de la reine du royaume de Fan. Je peux en parler de la mère de Santo, qui est une mère poule absolue avec Santo. Vous n'avez pas idée. Quand elle a reçu son fils est parti, il avait 7 ans au royaume d'émeraude. Elle l'a pas vu pendant 13 ans. 7, 13, plus 13 ans. Je crois à peu près 13-14 ans. Sa mère le voit. La mère Santo le voit, elle lui saute dessus. Voilà, l'amour d'une mère. Je crois qu'on peut pas faire plus simple. Ce qui n'est pas le cas de la mère de Wallan, qui est... Tout est bon pour le coller une torgnole, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, je trouve ça intéressant, c'est que... que tu viennes de la royauté ou des proches de la royauté, vraiment, si tu bien placé, ou un simple fils de paysan, du moment que tu as des bonnes capacités magiques, bah, tu es traité de la même manière que tout le monde. Ça, c'est un point qu'il faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on parle de Kira. Kira, dans ce tome-là, elle a 2 ans. Elle parle pas vraiment. On va dire qu'elle a un retard de langage si on compare à des enfants pleinement humains, mais on n'oublie pas qu'elle est aussi... elle est aussi à moitié homme insecte. Par son père. C'est une petite qui subit la discrimination. On va le formuler comme ça. Elle se retrouve toute seule. Personne veut d'elle. Personne ne la calcule. Beaucoup ressentent peut-être dégoût pour elle, pour ce qu'elle est physiquement. Très peu de gens l'adorent. Vraiment vont s'occuper d'elle. Il y a Émeraude Premier, bien sûr, parce que sa mère lui a confié. Le roi Émeraude Premier n'a ni femme ni enfant. Déjà. Il y a Armen qui est une dame assez corpulente qui travaille aux cuisines, qui va veiller sur elle et qui va traiter Kira comme sa fille au fil du temps, qui vraiment n'a pas peur d'elle. Et elle va s'occuper d'elle comme un bébé humain, tout ce qui est plus normal. Enfin, Kira a pu vraiment un bébé à 2 ans, mais dans toute sa bienveillance. Même au sein des chevaliers, je sais plus trop. Alors pour le coup, je sais plus trop comment il a eu la calcul. Voilà, ne la considère même pas. Il la regarde mais avec méfiance et voilà, c'est la. Comprends pas. Bref. Voilà, chacun c'est bon et ses mauvais côtés. Vous voyez toute la noirceur de l'être humain avec tout ça. Mais en tout cas, pour un premier tome qui pose les bases, franchement, c'est un super chouette premier tome. Franchement. Parce que vraiment on ne met que les bases et c'est un monde qui est très riche, qui est très bien fait. En tout cas dans ce premier tome on sent que au-delà de dire bah faut aller prévenir les autres royautés, les autres royaumes que on est bientôt dans la merde vu que là-bas vous avez un conquérant qui fera tout pour nous éliminer, qui fera tout pour récupérer sa gamine. Il faut bien qu'on se prépare. Et en fait c'est qu'au-delà de ça il y a ce côté on découvre le monde. Un peu comme les écuyers, c'est-à-dire que les chevaliers comme les écuyers, quand ils découvraient les autres royaumes, c'était soit via les bouquins, soit vis-à-vis des autres entre eux.
bah moi, je d'autres royaumes, on est comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc tout le monde écrivait un peu pour deviner. Mais il y avait vraiment ce côté où certains ont pu voir de leurs propres yeux les royaumes. C'était chouette. Et on le voyait à travers eux. Et c'était bien de vraiment comprendre dans quoi on est plongé. Et vraiment toutes les us et coutumes des différents royaumes. Mais en tout cas, si vous voulez, sachez que le livre existe en poche. C'est une saga qui sort de 12 tomes, mais les chapitres sont très très courts ici dans celui-là. Pas une dizaine, quinzaine de pages. Donc c'est ce qui fait que ça peut voir une vingtaine de pages. Donc pour moi c'est assez court. Hein. C'est pas des chapitres qui vont durer 40 pages. C'est vraiment des chapitres où tout se lit assez, puis c'est écrit assez gros. Donc là-dessus vous pouvez pas vous perdre. Je dis pas que c'est une valeur sûre, mais moi je vous dis, si vous avez cette chaîne, ou si je peux me permettre de publier des vidéos qui parlent de livres, c'est grâce à ça. Si vous avez des proches qui adorent la fantasy, qui adorent l'heroic fantasy, qui adorent voyager, qui adorent la magie, tout ça, confiez-lui cette saga. Lisez juste ce premier tome là pour rentrer dans l'univers d'Anne Robillard. Vous pouvez lire les Chevaliers d'Émeraude qui sont en one shot d'ailleurs. Moi, je vous en parle 14 ans plus tard, je m'en rappelle encore. J'ai fait la chronique sans avoir lu le roman. Donc c'est un livre qui moi m'a... Enfin c'est une saga qui en tout cas moi m'a marqué. Donc si ça m'a marqué, c'est que oui, ça ravive des trucs. Et ce qui fait que ça m'a facilement pu faire remonter les trucs, je me rappelle encore. Donc c'est vraiment un livre que même je vous le conseille même à des jeunes, même des collégiens. C'est très rare que je conseille des livres pour l'initiation des collégiens, dites-vous ça. Hein. Vraiment des collégiens, voire même des lycéens. Moi je l'ai lu à l'époque, j'étais en terminale, j'ai fait en CAP, c'était mon CAP à ce moment-là. Donc c'est juste pour vous dire que oui, même des collégiens, pas de problème, c'est vraiment top. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Ma chronique sur le premier tome des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente ou si vous avez déjà lu un roman d'Anne Robillard. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.